Salut à tous, c'est Aka. Petit message juste avant de commencer pour vous dire qu'on enregistre ces épisodes 4 par 4 et du coup je pourrais pas améliorer la prise de son avant le 5e épisode. J'espère que le mixage suffira à que vous passiez quand même un bon moment et que les sujets seront assez intéressants. N'hésitez pas à faire des retours. Des bisous. Eh ben, rebonjour. Encore une fois, accompagné par une très merveilleuse équipe. Ça n'a pas été dit au tout début, on va faire 4 sujets aujourd'hui. Du coup, on va rester avec le même groupe pendant ces 4 sujets. Le sujet a été plus ou moins évoqué là pour ce 4e point parce que ça a été un peu la conclusion de notre point juste avant. On va quand même l'énumérer tel qu'il est très mal écrit. Le JDR reste-t-il un jeu ? C'est-à-dire que, pour en arriver là où on en était, est-ce qu'il faut favoriser le fait que c'est un système de jeu et que les gens sont là pour s'amuser, ou est-ce qu'il faut mettre en avant le fait que c'est avant tout un jeu de rôle, c'est avant tout presque du théâtre, et donc qu'il faut mettre en avant le fait que c'est de l'incarnation de personnages, donc on risque de réarriver plus ou moins sur le même type de conversation que jusqu'avant, mais pas que, puisque dans la notion de jeu de rôle, qui est quand même très liée à la notion de jeu de société, et entre autres on peut voir ça sur Donjons et Dragons et d'autres types de jeux où on joue avec des pions et un plateau, où on se rapproche presque plus, on n'est plus sur du jeu de rôle, mais presque plus comme du jeu de figurines ou du jeu de société. Donc finalement, comment placer le jeu de rôle par rapport à tout ça ? Voilà, je vous laisse réfléchir 2 secondes, enfin si vous y avez déjà réfléchi, on peut plus ou moins revenir là où on en était tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que on peut se permettre, en tant que joueur, en tant que MJ, de faire des choses qui sont contre-intuitives en termes de jeu, donc qui ne sont pas forcément amusantes pour que les gens passent un bon moment, mais qui pour autant vont particulièrement favoriser l'incarnation, le respect de l'univers et ce genre de choses. Ce qui est plus ou moins ma thèse. Voilà, hein, soyons clairs. Surtout qu'avec avec les jeux de rôle type horreur, pour moi, c'est plus ou moins eux qui débloquent la situation en déclarant très clairement que sur un jeu de rôle on passe rarement un bon moment parce qu'on s'amuse. On passe surtout un bon moment parce qu'on se fait peur, parce qu'on est dans une situation où l'incarnation de l'univers et des personnages fait qu'on est mal à l'aise et que c'est stimulant intellectuellement et en tant que personne. Je ne vais pas faire de la philosophie de comptoir, mais... On est là pour. Hein. Qu'est-ce que vraiment c'est s'amuser ? Parce que franchement... C'est refusé. Non, mais est-ce que s'amuser, c'est mort de rire autour de la table et s'éclater et être dans une sorte d'émoi de joie ? Ou est-ce que tu peux t'éclater en regardant un film d'horreur et en étant captivé et voilà, ça peut être génial. Passer un bon moment, quoi. C'est juste ça. Clairement, quand je dis le but c'est de s'amuser, s'amuser selon le contexte, selon le jeu, le groupe, le postulat de départ, ça peut tout à fait être avoir les personnages qui meurent les uns après les autres dans des circonstances horribles et pas du tout héroïques, et que le scénario se finit sur tout le monde est mort, il n'y a plus d'espoir, c'est perdu, et tout le monde a passé un bon moment quand même. Si c'est le postulat de départ, si c'est pour ça que sont venus les joueurs, et du coup ça peut aider de se mettre d'accord sur ce genre de choses à l'avance, et ben dans ce cas-là, oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que tu préviennes tes joueurs sur quel type de fin ils voudraient pour qu'ils puissent la choisir ? Alors pas forcément sur quel type de fin, mais sur à quel type de jeu ils jouent. Ça me paraît important de dire, bah là on est sur un jeu où vos personnages vont très probablement mourir d'une manière ou d'une autre, et ce qui va être intéressant c'est de voir comment, c'est de vivre comment on va arriver à cette conclusion. Mais oui, on est là pour... Ouais, mais la mort, c'est peut-être pas la pire chose qui puisse arriver à un personnage, en fait. Oui. C'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que s'amuser, est-ce que le jeu de rôle, ça va être vraiment le but de s'amuser ou de faire de ressentir des choses, des sentiments Il y a toute une mouvance, je sais, de maîtres de jeu, d'ambiance, qui aiment, et qui aiment avoir des joueurs comme ça aussi, hein, des joueurs qui sont prêts à vivre tout un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite réelle dans le réalisme et l'ambiance. Et donc ça peut être... tu peux t'amuser dans une situation un peu traumatisante
Ce qui n'est voilà, c'est une vraie question. Et du coup, c'est peut-être pas très simple. Il y a peut-être, moi, j'ai pas de jugement vraiment spécifique là-dessus. Mais c'est peut-être pas très sain. Mais on peut ressentir un certain plaisir à vivre des choses pas très saines, bizarrement. C'est un exutoire. Voilà. Ce qu'on appelle un exutoire, en fait. Je vois pas en quoi ce serait pas sain. Hein. C'est effectivement comme quand on va regarder un film d'horreur, il y a pas de, on apprécie de voir des trucs qui sont faits de choses négatives. Ou un drame. J'avais vu beaucoup de vidéos justement de cas où des personnes ayant vécu un certain trauma social ou un trauma un traumatisme puissant dans leur vie ont réussi à surmonter ce genre de traumatisme à travers le jeu de rôle, que le jeu de rôle avait une valeur thérapeutique pour eux. Mais Donc, oui, on a eu beaucoup de témoignages comme ça. Hein, donc, pour moi, en fait, c'est pas la question de le jeu de rôle est-il encore un jeu, c'est quel jeu est-ce que c'est quel jeu en fait. Et tout ça, ça dépend des joueurs. Où est le fun pour les joueurs? Tu es monsieur joueur. Non, mais c'est Non mais c'est vrai. Il a tout à fait. Entre MJ. Il a tout à fait. On parle entre MJ, on est d'accord. Sauf que on exclut tout le temps les joueurs là-dedans, alors qu'au final, pour un bon MJ à mon sens, c'est quelqu'un qui écoute ses joueurs. Et donc il y a des joueurs qui veulent juste faire du porte-monstre-trésor en mode tiens voilà du gobelin, ils arrivent, ils butent tout ce qu'il y a dans la salle et ensuite ils prennent le loot, ils ouvrent une porte, ils vont tuer encore les autres monstres, etc. En mode juste grand jeu de société, clairement, comme tu dis, les wargames à la Donjons et Dragons. Et il y en a qui veulent, pendant un temps, ne plus être Gisèle, expert comptable dans une boîte de presta, et être au contraire, vivre une autre vie, être un ranger qui traverse la campagne, etc. Donc, franchement, tout est une question de où est le fun pour le joueur. Pour certains, c'est juste un jeu de société où on balance les dés, on se prend pas la tête, on y va, tac, on fait juste des résultats, ça va une approche très pragmatique. Et pour d'autres, ça va être vraiment ressentir des choses, comme le dit Fenris, voilà, ressentir des émotions, n'importe lesquelles, et faire un exutoire, comme si t'avais, encore une fois, donc c'est se défouler là-dessus, tu vois, donc... Mais Ressentir des émotions négatives aussi. Hein. C'est ça, voilà, il y en a, ils veulent... En positif, vraiment ressentir des choses. là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en effet, il y a une grosse écoute des joueurs à avoir, c'est le chat. Et pour autant, moi, il y a un truc qui me bloque par rapport à votre histoire, c'est que, en fait, si les joueurs estiment qu'ils se doivent de réussir parce que c'est leur but, parce que c'est leur mission, vous redirigez votre scénario pour qu'ils réussissent. Alors que moi, finalement, le fait qu'ils passent 20 heures et qu'à la fin ils ratent, ça me semble une fin tout à fait légitime et presque plus naturelle. S'ils font la merde, ils ratent, c'est tout. Oui, mais ils peuvent s'amuser en ratant, c'est pas... Et Pour autant, la fin des choses n'est pas qu'ils oui, réussissent. mais du coup, on n'est plus dans Pas le gagner, fun. quoi, je trouve. Et on n'est plus dans le fun que vous exprimez depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que pour vous, c'est pour que les joueurs aient du fun, il faut aller dans le sens des joueurs. Mais du coup, si tu vas dans le sens inverse du joueur, t'as plus de fun. On va un peu penser à ce que mes parents me disent à chaque fois, ce qui est très drôle, c'est... Je dis, j'ai fait une partie de jeu, ils me disent, t'as gagné. Oui, Euh, le fameux t'as gagné. Comment dire? Aller dans le sens des joueurs, ça veut dire leur proposer une partie, enfin une proposition ludique, pour essayer des termes un peu pompeux de théorie rôliste, qui correspond à leurs attentes. Et leurs attentes, ça va pas forcément être de gagner. C'est ça. Ça peut être le cas, mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas les bonnes personnes avec qui il faut jouer, ou alors il faut leur expliquer 2-3 trucs. Mais leur attente, ça peut être je veux du jeu qui me challenge, qui me mette des problèmes en face que je dois résoudre grâce à mes décisions, grâce à ma réflexion, grâce en utilisant les bonnes capacités de mon personnage au bon moment, qui me propose du challenge, tout en me laissant une bonne chance de réussir si je fais pas trop n'importe quoi. Mais ça peut être aussi quelque chose de complètement différent. Ça peut être, je m'en fous un peu qu'il y ait du challenge, je veux juste que l'histoire qu'on crée tous ensemble, elle soit captivante. Comme le dit Corel, je pense qu'il y a eu un petit malentendu là-dessus, c'est que je parle pas du principe de juste brosser les joueurs par dans le sens du poil, comme on le fait avec le chat actuellement, là. mais juste, voilà, c'est connaître ses joueurs, savoir ce qu'ils recherchent dans le jeu de rôle, et voilà. Moi, à mon sens, justement, les joueurs se révèlent et se font plaisir dans l'adversité. Donc justement, au contraire, je leur en fais chier, mais des briques, quoi. Enfin, et après, ça dépend totalement de ce que les joueurs aiment dans ce grand jeu de rôle. Vas-y. Il y a toujours une notion, en fait,
on revient toujours dans les 3 sujets qu'on a abordés, hein, pour l'instant, on revient toujours à l'attente des joueurs, et c'est vrai que c'est vachement important. Le problème, c'est, je sais pas si vous êtes déjà confronté en tant qu'MJ à ça, c'est vous retrouver avec des joueurs qui peuvent avoir exprimé une attente, mais ne pas être satisfaits finalement du résultat parce que ils s'attendaient pas à ça. Parce que d'un certain point, t'es allé trop loin, ou si on revient sur le sujet de la mort un peu, c'est ça, ou la mort ou la torture, ou on parlait de torture tout à l'heure, on sait pas on sait pas vraiment ce qu'ont vécu les gens qui sont autour de la table. Tout le monde ne connaît pas l'enfance, l'adolescence de tout le monde autour de la table. Donc il y a des situations qui peuvent être beaucoup plus traumatisantes que d'autres. C'est pour ça qu'il existe la X-Card d'ailleurs, maintenant. C'est-à-dire La X-Card, c'est une carte C'est un mécanisme de sécurité émotionnelle qui est de plus en plus répandu. D'accord. En ça, on pourrait en faire un sujet entier là, sur les mécanismes de sécurité émotionnelle. Ah oui, Si t'es choqué, tu montres à travers une carte, c'est ça que ça veut dire? En gros, oui, on sort la carte, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on est choqué. Et quand la personne sort la carte, en gros, le MJ passe un petit peu sur l'affaire qui pouvait être gênante, passe à la suite, tout simplement, et puis on n'en parle pas forcément. C'est très intelligent. Le problème, c'est que du coup, on a cette notion du fun, que tu as dit tout à l'heure. Je sais pas si le jeu, pour moi, mon ressenti, je vais trancher, hein. Pour moi, le jeu de rôle, c'est pas ça. Pour moi, le jeu de rôle, c'est pas prendre du fun. C'est-à-dire C'est vraiment, moi, ma vision du jeu de rôle, et là où je kiffe le jeu de rôle, c'est ressentir des choses. Ouais. Mais pas forcément. Tu sais, il y a un truc Non, mais à peu près défini dans ta tête qui va te faire passer un bon moment autour d'une partie de jeu de rôle. Pas forcément. En fait, il y a des. Oui, je vais ressentir probablement du plaisir sur des situations, mais qui pour autant peuvent avoir un impact négatif sur moi. Sur toi, s'il te plaît. Je sais pas, c'est beaucoup plus compliqué simplement de se dire j'ai kiffé ou j'ai pas kiffé. Tu peux avoir une situation, je sais pas, d'engueulade ou une situation horrible dans un jeu de rôle. Je pense à un jeu de rôle d'horreur, par exemple. D'horreur. Tu peux te retrouver dans une situation horrible qui va potentiellement avoir un impact négatif sur toi. Mais pour autant, t'as kiffé sur le moment. Mais pour autant, quand tu y réfléchis, tu te dis merde, j'ai kiffé, mais je me sens pas bien par rapport à ça. Rien en fait. Je veux dire, je vais casser un tabou. Je vais casser un tabou. Je pense par exemple, est-ce qu'il y a des jeux de rôle, est-ce qu'il y a des MJ ici qui ont déjà fait une scène de viol dans un jeu de rôle? Non. J'ai pas osé. Moi, jamais, j'ai pas osé non plus. Moi, j'ai été sur une table en tant que joueur dans une situation où il y a eu une scène de viol. La scène était géniale. La scène était vraiment géniale. Les joueurs étaient très très bons. Il y a eu la joueuse qui avait vécu ça. Elle a raconté ça de manière très forte, etc. Et c'était un jeu de rôle très qui portait là-dessus. Hein. Et qui portait pas sur le viol, mais qui portait sur la violence. Et il y avait de la violence dans cet univers-là. Et pour autant, pour avoir réfléchi après, quand on en a reparlé en tant que joueur, on est plusieurs à avoir senti du malaise. Et pourtant, on avait exprimé au départ, un peu dans le contrat qu'on avait fait avec le MJ, on avait exprimé le fait que c'était pas problématique. En fait, on n'avait pas de limite, entre guillemets, dans l'horreur du réalisme du monde, quoi. Voilà. Et malgré tout, vous avez passé du bon moment. Exactement. Ouais. Et par exemple, à Midnight, j'ai ce cas-là. Si les gens qui connaissent l'univers de Midnight, il y a toute une partie dans Midnight dans laquelle il t'explique que les orques violent les humains et que ça fait partie du jeu. Que les armées orques, quand elles passent dans un village, elles violent à mort femmes et enfants. Quoi. Le mettre en jeu avec des joueurs qui sont conscients, c'est compliqué. On est bien d'accord que dans ce genre de cas, il faut faire extrêmement attention à ce que tous les participants soient vraiment bien conscients que ça fait partie de l'univers et que ce sera ça pourra être joué et qu'il y aura des scènes qui vont impliquer ce genre de choses. Donc ça, c'est le postulat de base. Ouais. Sinon, pour moi, c'est miette, on oublie. Mais c'est pas parce que t'es conscient et que tu penses être prêt à le vivre dans le jeu de rôle que quand tu le vis, c'est un autre sujet, mais et ça fait partie du fun. C'est pour ça aussi que tu peux avoir l'impression que ton objectif dans le jeu de rôle, c'est de ressentir des émotions, et pour autant, en fait, t'as pas fait la liste complète des émotions que t'étais prêt à ressentir, en fait. T'as pas réfléchi à ça. C'est pour ça qu'il faut aussi des mécanismes qui permettent de mettre fin à une scène ou de se retirer du jeu si jamais tu te rends compte que sur le coup tu es pas prêt pour ça, comme la X-Card par exemple, c'est une des mécanismes qui existent, mais c'est pas le seul. Mais à part ça, du moment que
qu'on a pris toutes les précautions pour que personne ne soit vraiment traumatisé par ce qu'on va jouer en jeu. Si tu es là pour ressentir des émotions fortes qui vont un peu te faire sortir tremblant, et quand tu vas y repenser, ça va te Ça peut pas te ça te bouleverse un peu. Et ben ça peut être un des objectifs du jeu de rôle. Et du coup, ça revient au sujet. Si tu es là pour ça, est-ce que tu peux encore appeler ça du jeu? Ah. Bah, c'est là où... Oui. Parce que... Et du coup, c'est compliqué à expliquer. Tu vas expliquer... Enfin, je parle à des gens qui font pas de jeu de rôle. Si tu lui expliques une partie du jeu de rôle qui se passe comme je vous l'ai décrite, la personne a le droit de se dire, mais tu joues pas, c'est pas du jeu ça. C'est pas drôle, c'est pas un jeu. Parce que le fait de c'est pas un jeu. Parce que ce n'est Mais pas c'est- le concept du fun. C'est un jeu. C'est le concept du fun avec ça. C'est quand même un jeu dans le mais sens où d'accord. tu joues un personnage. Après, on arrive sur de la sémantique. Oui, non, mais- Mais là, dans la sémantique, on est dans le jeu jouer. Quoi. Ok. Est-ce que donc ta vraie question en fait, c'est est-ce que le jeu de rôle, attends, c'était quoi le Alors. est-ce que le jeu de rôle est-il Est-il un jeu? est-il un jeu? Donc en gros, la vraie question c'est est-ce que le jeu de rôle est forcément ludique? Alors, non. Je dirais plutôt, est-ce que dans jeu de rôle, le jeu, c'est un jeu d'acteur, ou le jeu, c'est un jeu type jeu de société, type... Eh ben, c'est très simple. C'est les deux à la fois. C'est ça. Et parfois, plus l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un spectre, chaque partie pour moi se situe sur un spectre entre au moins deux propositions ludiques, mais il y a potentiellement plus selon le modèle de la théorie du jeu de rôle auquel on s'intéresse. Mais les deux principaux souvent considérés, c'est ceux qu'on vient d'évoquer, c'est ce que j'appellerais le ludisme et le roleplay. le narrativisme, le rôle. C'est ça. Et du coup, tu peux avoir des jeux qui sont des jeux de rôle, des parties qui sont équilibrées entre les deux, qui font intervenir autant de la réflexion, de la résolution de problèmes, du lancer de dés, des mécanismes de jeux de société, et à la fois du jeu d'acteur et le fait de créer des scènes qui sont intenses, qui sont dramatiques, et des jeux qui sont très très loin sur l'un ou l'autre de ces pôles. Le porte-monstre trésor, comme tu le disais tout à l'heure, où on va assez peu faire attention à l'interprétation de personnages et surtout aux considérations tactiques. Et d'autres jeux où il y a des jeux de rôle sans règles. C'est toujours des jeux de rôle. Mais alors, pour autant, là, j'aimerais revenir sur deux trucs. Déjà, un jeu de rôle, ça se fait à 5 à 6 personnes en moyenne. Du coup, il y a 5 à 6 attentes par rapport à cette définition précise de ludique, pas ludique, qui est du coup fait que tu peux avoir des attentes en tant que joueur et tomber sur un MJ qui n'a pas du tout ce même objectif. Tout à fait. Et généralement, ça se passe bien. un problème. Et pour autant, est-ce que ça fait de la personne un mauvais MJ? Pas forcément. Et parallèlement à ça, il y a quand même un point, c'est une question qui vient, c'est est-ce que vous avez déjà écrit un scénario où vous faites perdre un personnage? Perdre dans quel sens? Dans le sens où la fin est écrite et à la fin ils réussissent pas. Non, mais je l'ai envisagé et je le ferai sans doute un jour. Pareil. Pour l'avoir déjà fait, tu t'es plus dans la recherche du fun, t'es plus dans la recherche. En fait, moi c'était plutôt dans la recherche de l'inattendu. Le fait que de toute façon ils sont condamnés. Je les fous dans une situation, ils essayent de se battre, mais la fatalité du monde fait qu'ils sont foutus. Ouais. Et l'idée était là-dessus. Pour autant, c'est jouer avec la frustration du joueur à ce niveau-là. Et à ce moment-là, si tu joues sur la frustration du joueur, t'es plus dans on va passer un bon moment. Vraiment sur la frustration du joueur? Bien sûr. Moi, je pense que si le scénar il est bien foutu et que à la fin tout le monde meurt, mais que c'était grandiose ou terriblement dramatique, en tout cas que c'était intense, je vais pas être frustré, je vais me dire c'était génial. Ouais, mais parce que là, tu parles vraiment de. Il y a un petit côté fan service, entre guillemets. Il y a un petit côté j'ai fait en sorte que mon scénario finisse de manière grandiose. Non, mais en tant que joueur, si je le joue, et que à la fin toute l'équipe meurt, mais que voilà, c'était bien. Non, mais tu peux faire un scénario dans lequel ils meurent tous de maladies comme des cons, et c'est la fin du truc. Ouais, mais ça, en souffrant. C'est du dead game, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, mais c'est. Ouais, mais du coup, tu joues pas sur la frustration de tes joueurs, tu joues sur le fait Si, parce qu'il y a énormément de joueurs avec moins de recul, moins d'expérience que peut-être qu'il y en a, qui considèrent que
l'objectif de mission, c'est de réussir ce qui leur a été demandé. Et ben, si t'as des joueurs qui, et là ça peut être un peu délicat de savoir si oui ou non c'est le cas, si t'as des joueurs qui ne sont pas prêts à voir l'intérêt de ce type de scénario, mon avis c'est qu'il faut pas leur faire jouer ce type de scénario, tout simplement. Toute la... Après, là, la question c'est, est-ce que du coup tu me jettes pour tes joueurs, ou est-ce que tu me jettes pour toi? Les deux, mais du coup, c'est une des leçons que j'ai apprises en tant que meneur à la dure, et une des plus importantes, c'est que, à mon avis, c'est que c'est essentiel de prendre en compte les envies de jeu de tes joueurs. Ouais. Et du coup, si les envies de jeu de tes joueurs sont vraiment diamétralement opposées aux tiennes, et ben, il faut pas te forcer non plus à mener pour eux, et dans ce cas-là, faut mieux que tu trouves d'autres joueurs. Mais voilà, si tu joues uniquement pour parce que tu te dis ah j'ai cette idée de scénar ou cette idée de style de jeu qui est trop cool, moi je trouve ça génial, mais que t'as pas pris en compte le fait que tes joueurs ils trouveront peut-être pas si génial que ça, c'est pas ce que eux ils vont apprécier, et ben ça va mal se passer. D'expérience, ça se passe pas bien. Je suis quand même Corel de ce côté-là. Il y a une règle d'or, moi je ne maîtrise jamais un joueur avec qui je n'ai jamais joué auparavant. Parce que je veux savoir comment il est, comment il se comporte, qui il est. Au début, tu fais comment? Avec qui il a joué. Du coup, petit à petit, mon monde, c'est clair que j'ai quasiment tout le même joueur, mais petit à petit, au moins, je sais avec qui jouer. Quand c'est des campagnes, hein, pardon. Quand c'est des petits jeux one-shot, des choses comme ça, on s'en fout, on vient, on essaye, on tâtonne tous ensemble, tout va bien. Mais c'est clair que dans des scénarios de longue haleine ou des scénarios très spécifiques où on a justement une autre approche du jeu, c'est important là d'avoir des joueurs qui eux sont ouverts à ce genre de choses-là, et c'est pour ça qu'il faut surtout faire ça avec des joueurs que l'on connaît bien. Après, si tu fais des conventions, des clubs, choses comme ça, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, c'est là que c'est beaucoup plus différent, la donne est différente. Alors, bon, dans le sens, je suis assez d'accord pour dialoguer avec mes joueurs, pour faire des contrats sociaux, comme chose. Par contre, j'ai un problème avec le contrat social, dans le sens où le contrat social, où tu dois un peu expliquer ce que tu aimerais faire dans tes scénars, ce genre de choses, j'ai beaucoup l'impression aussi que ça va tuer la surprise de ce que tu vas faire dans ton scénar. Parce que, par exemple, dans l'idée qu'a Jean de dire, j'aimerais faire un scénar où la fin c'est un peu une dead end, où vous allez tous mourir, genre de choses. Tu tues une des majeures surprises dans le sens où vous allez tous vous débattre. Je suis d'accord. C'est un peu un gros spoil. Effectivement, si l'intérêt de ton scénario repose sur le fait que tout le monde meurt à la fin et que ce soit une surprise, en quelque part que les gens ne s'y attendent pas forcément, parce qu'il peut y avoir des scénarios où tu sais clairement annoncer que tout le monde va mourir à la fin, et c'est pas la surprise qui est intéressante. Mais il peut y avoir des scénarios où c'est quand même il y a une partie de l'intérêt qui réside dans le fait que le choc de c'est un peu brutal. Mais tu aimerais bien que tes joueurs le prennent bien. Mais tu peux pas leur annoncer direct de but en blanc au début, parce que sinon ils vont être tu leur spoil la fin. Dans ces cas-là, c'est un peu plus délicat, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est suffisamment bien connaître tes joueurs pour arriver à deviner sans leur poser la question directement si ça risque de leur plaire ou pas. Moi, c'est très clair, j'estime. Et alors là, point de vue très personnel, attention, ce sera pas de l'avis de tout le monde, loin de là. Tu le droit, à mon sens, quand j'écris un scénario, déjà je me fais kiffer moi, donc c'est par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. D'autre part, j'ai un réel besoin d'essayer de surprendre un maximum mes joueurs. C'est un truc à mort. J'en ai vraiment besoin dans mes scénarios. Si tu me fous un truc que j'ai déjà vu, je te chie à la gueule, parce que là, c'est forcément, je me dis, oui, mais là, il va se passer ça, et c'est lui le méchant, et je vois ça comme ça, et ça me saoule. Parce que j'ai l'impression que les joueurs vont se faire chier sinon. J'ai un gros besoin de recréer du nouveau à chaque fois que je crée un scénario. Et je me jette beaucoup, donc ça m'oblige à me creuser la tête pas mal. Pour autant, du coup, je suis complètement prêt à me faire complètement insulter par mon groupe pour faire une idée que j'ai eue. Et même si personne autour de la table n'est content à la fin de la partie, vraiment, s'ils ont même, ils me disent, sur ce scénario-là, j'ai passé un mauvais moment, je me dis, ok, bon, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais j'ai essayé. Typiquement, j'ai un scénario de Shadowrun où j'avais essayé, parce que dans ma tête, c'était l'idée de génie, c'était vraiment, ils ont tous le même objectif, tous donnés par un commanditaire différent, et du coup, je me suis tous dit, putain, au bout d'un moment, l'info va se lâcher, ils vont tous se rendre compte qu'ils sont montés les uns contre les autres, puis on va essayer de s'allier et tout pour essayer de la faire à l'envers à tout le monde.
Bon, bah en fait, ils se sont tous tués les uns contre les autres. Ils se sont limite entretués et je me suis fait défoncer par tout le groupe. Et c'est à peu près la seule fois où Sam m'a dit, mais putain, c'était de la merde ce scénario. Et ouais, c'est le jeu. Et pour autant, pour moi, c'est plus important ça, de faire des expériences et de se planter, et de surprendre le joueur, plutôt que de laisser le joueur dans sa zone de confort. Et encore une fois, pareil, je suis plutôt actuellement dans une optique de pas laisser le choix au joueur son type de jeu. C'est-à-dire que si tu connais tes joueurs, pour moi, c'est au MJ de faire le personnage à CPJ, parce que il sait la zone de confort de ses joueurs, il sait ce qui est intéressant, et il sait les limites sur lesquelles il va pouvoir tirer. Et pour moi, c'est ces limites qui sont très intéressantes, parce que sinon, tu restes dans ton jeu qui est toujours plus ou moins le même, et en fait, bah, tu crées pas quelque chose de nouveau, tu crées pas une nouvelle expérience qui devient unique, tu crées juste un renouveau d'une expérience qu'il a eu par le passé. C'est bien, moi je trouve que c'est bien d'essayer de surprendre ses joueurs, les faire sortir de leur zone de confort. C'est, encore une fois, à essayer uniquement si tu connais bien tes joueurs. Et si tu essayes de comprendre, de deviner quel genre de surprise pourrait leur plaire. Si tu n'essayes même pas de deviner quel genre de surprise d'inattendu pourrait leur plaire, et que tu te dis juste « Ah bah je fais ça pour mon propre plaisir parce que moi je trouve que c'est une bonne idée de génie », je trouve personnellement que c'est un peu égoïste comme façon de... Les joueurs sont ses jouets à lui, quoi. Non, c'est très intéressant ton point de vue, pour le coup. Et c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est moi qui me casse le cul à écrire le scénario. Donc, faut que ça me fasse plaisir à moi au bout d'un moment. Je sais que c'est pour le partager avec des gens. Et j'ai envie que eux, leur esprit, fassent tout leur possible pour démonter ce que moi j'ai créé avec mon esprit. Donc en gros, il y a 5-6 personnes en face de moi qui doivent faire mieux que ce que moi j'ai créé. Et donc, très souvent, ça marche. Donc les joueurs jouent contre toi. Non. Parce que j'aide les joueurs à aller dans un des sens qui peut démonter. Oui, ils jouent contre ton scénario. Ils jouent contre mon scénario. Ça, oui, par contre. D'accord. Okay. Ah, donc si je comprends bien, en tout cas, c'est que ce que tu veux souligner ici, Aka, c'est qu'il faut éviter justement d'être trop dans le souci de suivre le joueur et d'essayer de lire dans son esprit, de savoir qu'est-ce qui est sympathique pour lui, et de justement, pour proposer des scénarios de qualité intéressants, originaux, de savoir dépasser et de ne pas se soucier de l'attente du joueur. Je comprends là-dessus, ce genre de choses-là, c'est très bien. Mais c'est justement en faisant des scénars qui parfois déçoivent les joueurs ou qui va qui va pas leur plaire, que l'on apprend ensuite à faire des scénarios encore meilleurs. Mais après, je t'avoue que j'ai des limites dans ce genre de débat-là, parce que j'ai rarement écrit mes propres scénarios personnellement. Et c'est quand on écrit ses propres scénarios, c'est sûr que ce genre d'exercice est ultra important. Alors que moi, personnellement, je fais des scénarios préécrits. C'est là où je voulais en venir. C'est à quel moment, en fait, tu arrives à séparer ça quand c'est pas toi qui écris le scénario. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, c'est vachement important. Mais si quelqu'un a écrit le scénario à ma place, dans l'ensemble, je suis quasiment incapable de me jeter, parce que, à part si vraiment l'idée est très originale et que je le réadapte et que du coup je le reprends à ma façon, d'ailleurs les scénarios western sont vachement bien de ce côté-là, n'hésitez pas, c'est vraiment très cool. Encore une fois. Comme il l'a vendu. Pour les sponsors, hein. Une balle sec. C'est qui l'éditeur? C'est Agathe, c'est ça? Agathe, ouais. Il a des accents chez Agathe. Non, mais plus sérieusement, j'ai eu vraiment des idées de scénario que j'ai trouvées très très bonnes. Pour autant, je comprends pas comment tu peux réussir sur un scénario qui est écrit de façon un peu basique, où les méchants ont des têtes de méchants, ont des voix de méchants, et réussir à surprendre ses joueurs là-dessus. Je pense pas que ce soit le cas des En le réécrivant à ta manière. Moi, je pense que par contre, il y a un système, il y a un truc qui revient tout le temps, un refrain qui revient tout le temps des scénarios préécrits, qui est le fait, et je pense que ça fonctionne très bien avec Loki, parce qu'a priori, c'est ce que tu expérimentes tout à l'heure comme étant ta manière de maîtriser ce que tu aimes faire quand tu maîtrises. C'est souvent le voyage qui mène à faire découvrir les choses. C'est-à-dire, l'univers, il a son lore, il a son monde, et chaque scénario a pour objectif de faire découvrir un certain nombre de trucs, un certain nombre de secrets, un certain nombre de choses de l'univers en question. Et très souvent, les scénarios préécrits sont souvent écrits comme ça. Ils sont souvent écrits pour réussir à faire en sorte que les joueurs s'imprègnent de l'univers. Et pas dans des concepts... ce que tu vas rarement avoir dans des scénarios que tu écris toi-même. Qui sont beaucoup plus conceptuels. C'est-à-dire que moi, à part vraiment, on nommait les scénarios western préécrits,
j'en ai essayé quand même quelques-uns, que ce soit sur Shadowrun, que ce soit sur IMSMV, sur 2-3 trucs comme ça, et vraiment, à chaque fois, j'étais en mode, mais putain, mais comment, moi, je suis pas scénariste, je suis rien, je suis personne dans le milieu, j'arrive au milieu du truc et je me dis, bah, il va se passer ça, et que, bah, finalement, il est écrit pour qu'il se passe ça. C'est-à-dire qu'il y a une logique dans le scénario qui fait que j'ai pas de surprise, quoi. Et ça, c'est une vraie emmerde de mon côté. Et je pense, en tant que MJ, que... alors, bon, après, c'est aussi parce qu'on fait beaucoup de parties. Je pense que si tu fais moins de parties, tu peux moins te permettre de rater des parties. Mais en vrai, pour moi, t'as tout intérêt à planter tes parties, quitte à avoir tenté un truc, plutôt que de rester dans une petite zone de confort où tes joueurs sont dans une routine, et où finalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, entre autres, avec les gens qui font du Donjons et Dragons depuis 50 ans. Parce que pour moi, ça fait 50 ans qu'ils font la même routine, qui a un peu toujours la même saveur, du bon moment entre amis, mais pour autant, bah, il n'y a rien de nouveau, quoi. Pour maximiser la qualité d'une partie de rôle, à mon avis, il faut que les joueurs entre eux et le meneur aussi, enfin, tous les participants, se retrouvent entre personnes qui ont les mêmes envies, et, ou en tout cas les mêmes la même marge de manœuvre au niveau de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver poussés un peu en dehors de leur zone de confort, mais au même niveau. Avec un meneur qui a lui aussi envie éventuellement de les sortir de leur zone de confort, mais pas plus que ce qu'ils sont prêts à vivre. Les gens qui jouent à Donjons & Dragons depuis 50 ans et qui font depuis 50 ans à peu près la même chose et qui n'ont pas envie d'en bouger, et ben la meilleure façon pour eux de continuer à profiter au maximum de leur loisir qu'est le jeu de rôle, c'est de trouver un meneur qui va leur faire du Donjons et Dragons classique et qui va aimer ça. Oui, c'est sûr. Ouais, après c'est une question d'envie. C'est comme les gens qui jouent au MMORPG depuis 15 ans. Tu sais, ce que je veux dire, c'est tous les participants, joueurs et meneurs Et c'est le même principe, hein. Ouais. Tu sais ce que t'attends, quoi, c'est tout. C'est ça. Et t'es content, c'est comme quand tu vas au McDo et tu sais que ça va pas être bon, mais t'es Tous content les d'y être. participants ne sont Et tu pas manges. compatibles entre eux. Tu peux pas mettre n'importe quel meneur avec C'est le n'importe genre quel des joueur gosses. et attendre que ça fasse une partie de rôle satisfaisante pour tout le monde. Mais c'est marrant ce que tu dis, Corel, parce que c'est vrai que je suppose qu'au tout début du jeu de rôle, ou avant c'était du Donjons et Dragons, et puis c'était Casimir, je sais pas s'il y avait d'autres jeux de rôle avant Donjons et Dragons en tout cas, mais... Il y en avait un. Il y en avait un. Oui, Voilà. il y en a plusieurs, mais une Donc, fois c'était un truc un peu plateau, je crois. Ouais, voilà. Donc, après, il y a énormément d'univers en plus qui se sont développés, d'autres systèmes de règles, pour d'autres sensibilités, des personnes qui cherchaient à faire autre chose que du Donjons et Dragons classique, justement. Et maintenant, j'ai l'impression vu que ça se démocratise de plus en plus, qu'il y a comme... vous avez le droit de trouver ça con, hein, mais voilà, hein, c'est un débat, donc je donne mon opinion. Et à mon sens, on a tous un alignement en tant qu'MJ ou joueur, chaotique, neutre, loyal, bon, neutre, mauvais, qui fait que le loyaliste, il veut suivre les règles à 100%, ou le lore de l'univers à 100%, le chaotique, au contraire, pour lui, c'est un outil qu'il utilise à son gré, qu'il transforme, qu'il fait ce qu'il veut avec, et voilà. Et il y a les neutres qui sont un peu tantôt l'un, tantôt l'autre, qui sont ouverts à différentes choses, mais qui ont une certaine marge, tu vois. Certains sont plus neutre bon ou neutre mauvais. Moi, personnellement, en tant que maître de jeu, je me vois comme une sorte de gros chaotique neutre bon. Tu vois, Compliqué, toi. ouais, c'est-à-dire que moi, l'univers, les règles, j'en fais ce que je veux. Si je veux les transformer, les utiliser comme je veux, ben voilà. Et après, je suis plutôt un autre bon, en sens où je suis les joueurs, je m'assure à faire attention à eux. Toi, clairement, Aka, je pense que t'es carrément un... Chaotique mauvais. En tout cas, mauvais. C'est vrai, je suis pas, typiquement, je suis pour aider les joueurs. Je suis pas je suis pas pour qu'ils passent un bon moment, mais je suis un mauvais. Ah, mais il y a le truc, c'est qu'il y a des joueurs qui apprécient qu'on les bouscule. Il y a des joueurs qui apprécient Moi, j'aime bien. qu'on les pousse brutalement en dehors de leur zone de confort. Ouais. Il y a des gens qui recherchent ça. Mais ça me paraît pas être très sain de se dire, tous mes joueurs, je vais les pousser brutalement en dehors de leur zone de confort. S'ils apprécient, tant mieux. S'ils apprécient pas, tant pis.
Bah, c'est une manière de faire le tri. Hein, mais... Ouais, mais ça me paraît pas. C'est. Au moins, à la fin, t'as que les joueurs qui sont d'accord avec Ouais, toi. C'est ça. Et qui, en fait, Ouais, C'est pour ça qu'il y a des alignements entre joueurs et c'est pas très efficace. Tu vas frustrer beaucoup de monde. Et c'est là où je dis que c'est un peu égoïste. Parce que bon, toi, tu y prendras peut-être du plaisir, mais les gens qui viennent à ta table, pas forcément. Et c'est plus efficace, à mon sens, d'essayer de faire le tri en amont, soit en étant un peu clair sur ta façon de jouer, tout style de jeu, ce que tu vas apporter à travers tes parties, soit en faisant des parties un peu plus consensuelles, un peu moins originales peut-être, pour apprendre à connaître tes joueurs, que ce soit en tant que meneur ou en tant que joueur, pour apprendre à les connaître et ensuite repérer ceux avec qui ton style de jeu est compatible. Après, je voudrais juste venir sur un point, je vous donne la parole juste après, parce que je me fais attaquer quand même. Non, mais c'est méchant. C'est un débat. Pas grave, tu peux l'assumer. Non, juste, ce que je raconte là, c'est essentiellement avec des joueurs avec qui j'ai l'habitude de jouer et qui ont un minimum d'expérience. Je peux pas me permettre ça avec des joueurs débutants, parce que typiquement, c'est pas un truc où c'est contre. Alors moi, personnellement, je suis pas totalement d'accord avec Corel et je suis plus de l'avis de Aka. Parce qu'en fait, justement, j'ai plus l'habitude justement de me jeter un peu plus comme Aka, mais en fait, tu vas pas bousculer tous les joueurs comme ça, parce qu'en réalité, les gens qui en général veulent être bousculés, veulent genre de choses, ça se voit souvent sur leur feuille de joueur. Ils vont avoir tendance à prendre par exemple des défauts, vont avoir tendance à faire des personnages qui sortent des routes. Mais du coup, en fait, en tant que MJ, souvent, tu peux faire la différence entre un personnage qui va vouloir être bousculé, et un autre qui va pas vouloir, juste à la feuille de personnage très souvent. Et très souvent, tu vas pouvoir bousculer très fortement le personnage qui va vouloir un petit peu plus, et l'autre, en général, t'as pas besoin, parce qu'en général, il va souvent être plus précautionneux, faire moins de conneries, plein de choses comme ça. Typiquement, dans le groupe dans lequel je joue en tant que MJ, Béa, c'est très difficile de la brusquer, parce que elle fait bien plus attention, elle fait moins d'actions hors des sentiers, genre de choses. Lui, je pouvais le brusquer autant que je voulais, parce qu'il allait partout, parce qu'il cherchait les conneries, parce qu'il trahissait, et ainsi de suite. Parce qu'il est méchant. Parce qu'il est méchant. Je suis désolé. Donc je pouvais le brusquer autant que je voulais. Ce jugement. Il est méchant, il prenait des défauts, plein de choses, son background il était truffé de trucs que je pouvais exploiter, et ainsi de suite. Donc voilà, mais ça se voit en général, les gens qui cherchent à se faire brusquer, et les autres qui cherchent un petit peu plus à faire des choses un petit peu plus passives, ou à faire du roleplay entre eux, etc. Mais en général, ça se voit, et tu peux les délimiter À la création du personnage. À la création du personnage, mais ils le créent comme ils veulent. Tu les imposes pas, etc. C'est ça, mais c'est vraiment un bon moyen de prendre connaissance du Alors, joueur. tout ce que tu dis là se marie parfaitement avec, Mais pour moi, mon point de vue. Mais pourtant, je cherche pas à délimiter, c'est-à-dire que si, par exemple, Béa cherchait à sortir des routes, ce genre de choses, je la brusquerais tout autant, tu vois, que... Non mais j'essaierais, je dis pas que je la brusquerais comme ça, mais j'essaierais. Ce que tu es en train de me dire, Vas-y. ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut, en tant que meneur, essayer de deviner quelle est la limite des joueurs, lesquels sont prêts à se faire sortir de leur zone de confort, etc. C'est exactement ce que je veux dire. Pour moi, je devine à peu près à partir de comment elle affiche, ce genre de choses. Pour moi, c'est comme ça que je devine, c'est à peu près au feeling avec déjà comment elle joue en lui-même, avec la fiche de personnage, etc. Et ça, pour moi, ça se voit à peu près comme ça. Et donc le point de vue, si je comprends bien, c'est de se dire, j'écris mon scénario en me disant, je fais quelque chose qui convient à peu près à tout le monde, un peu comme ce que disait Corel, c'est-à-dire quelque chose qui va faire plaisir aux joueurs quand même, mais se faire plaisir à soi-même, bien sûr. Mais en même temps, j'exploite les difficultés que se sont mis les joueurs un peu plus hardcore du groupe sur leur fiche de personnage pour réussir à leur donner quelque chose qui convienne à leurs attentes. Moi, ta position me dérange pas, je trouve ça très bien. Moi, j'exploite les failles de tous ceux qui s'en sont mis, ce genre de choses. Et il y a toujours des joueurs qui se sont mis plus de failles, mais si d'autres joueurs qui en sont mis moins de failles vont quand même dans leurs failles ou font quand même la même chose, tu les exploites quand même. Peut-être qu'ils ont eu envie de tenter une sortie de route, ils ont eu envie de faire un truc. Il faut les tenter. D'accord, ça, on est d'accord. Ce qui me pose problème, moi, c'est ce que j'avais l'impression que Aka a expliqué qu'il faisait, c'est que si tu prépares un scénario qui va
surprendre, ou en tout cas pousser en dehors de la zone de confort tous les joueurs qui viennent à la table de la même manière, sans essayer de discerner lesquels vont y prendre du plaisir ou pas. C'est là où c'est problématique de mon point de vue. Ouais. Alors, moi, c'est simple. En gros, soit mes joueurs jouent et ils se font bousculer, soit mes joueurs ne jouent pas. Ça donne à peu près ça. Dans ce cas, C'est ce que je pense que la moindre des choses, c'est de prévenir En fait, tous les gens qui viennent à la table que, en venant avec toi, ils vont se faire bousculer, ils vont se faire sortir de leur zone de confort. C'est la moindre des choses. Excuse-moi pour l'image un peu trash, mais c'est comme si tu entrais dans un bordel et que tu tombais sur une maîtresse dominatrice d'un coup. Alors que c'était pas forcément le bon deck, tu vois. Si tu veux, j'en suis pas là quand même. Tu vois, cela étant. Ah, t'imagines en cuir, mais... Terrible. Mais c'est vraiment en fonction de ce que toi tu me fournis, tu vas avoir vraiment. Typiquement, plus tu me donnes un background qui va être fourni, varié, avec des éléments, plus tu vas être important dans le scénario, plus tu vas avoir d'éléments annexes. Pour autant, l'écriture de la ligne principale de mon scénario, la ligne directrice, elle est conçue pour être plus ou moins surprenante sur certains trucs. Je dis pas qu'elle l'est tout le temps, je dis qu'il y a quelques rebondissements, des trucs qui sont un peu plus inhabituels, et que ça, tous les joueurs vont le subir, parce que c'est écrit comme ça. Mais pour autant, si après toi t'en demandes plus, oui, en effet, sur la fiche de perso, tu te fous dans la merde, t'es à moitié aveugle, T'es kleptomane, ta femme est morte, machin. Voilà. C'est-à-dire que plus ton personnage est complexe, plus je vais pouvoir m'en servir pour donner de la profondeur dans mon histoire. Mais pour autant, si tout le monde me donne un personnage qui est plat, eh ben, vous allez juste subir la ligne directrice avec ces quelques rebondissements dedans. Et ben, ça, si ça vous va pas, eh ben, changez de MJ. En fait, t'es une sorte de dirty MJ. Je sais pas si dirty MJ. non, mais vraiment. C'est très bien, ça. Je ne sais pas. Tu as pas lu les bouquins? Pas du tout. Moi, je les ai. C'est le même style. Franchement, t'es le même style que ce gars. Il fait sortir les gens de leur zone de confort, mais systématiquement, en fait. C'est pratiquement son rôle en tant que MJ, de les sortir de leur zone de confort. À partir du moment où il voit qu'un personnage est trop fort, par exemple, il va lui rappeler qu'il n'est pas immortel. Quand il voit qu'un joueur va trop dans une certaine direction, et ben il va lui rappeler que ça peut mal se passer, etc. Et jouer avec lui, c'est dangereux. C'est pareil pour AK. Mais J'ai ça reste l'impression- un jeu, à mon sens. Hein, ça reste un jeu. Effectivement, c'est pour ceux qui connaissent pas, du coup, je pense que Damek fait référence à Deux bouquins. deux petits livrets qui s'appellent Dirty MJ, donc il y a le numéro 1 et le numéro 2, C'est ça. qui sont en gros des guides pour les meneurs, qui effectivement, on pourrait résumer Je sais ça à comment C'est comment surprendre ses joueurs en permanence et les bousculer Et les rentrer Alors, dans l'art. c'est moitié guide, moitié. faut pas faire. En gros, non, il raconte un Il petit peu y a les beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup voilà, d'anecdotes, de style, c'est des conseils et des anecdotes, c'est pour ça que je dis guide. Ça va Voilà. très bien. Et ils sont très très bons. Ils sont Ah oui, très très oui, bons. ils sont très, très bons. D'accord. Ça donne pas mal Intéressant. d'idées, hein. La personne le meneur qui écrit ça se présente comme un peu un connard avec ses joueurs. Bah, tu te rends compte qu'en fait il fait ça pour eux et pour leur faire plaisir. Parce que c'est ce qu'ils demandent. Après, je sais pas. Je pense que j'ai l'impression que sa stratégie, ça a été de se construire une réputation qui fait que ça attire les joueurs à sa table qui vont aimer ça. C'est-à-dire qu'en convention, quand les gens viennent jouer à sa table, si le personnage meurt, ils gardent le personnage en fait, la feuille de perso. C'est-à-dire que les gens viennent avec des personnages qu'ils ont déjà créés, qu'ils ont déjà utilisés dans d'autres scénarios, voire qui sont en train de faire des campagnes. S'ils viennent à sa table et qu'ils meurent à sa table, ils gardent le personnage. Définitivement. Ah non, mais il va très loin dans certains trucs aussi pour c'est ça. bien taper affiches, ça, c'est ça exactement. Et les gens viennent se confronter en fait à lui en convention, carrément. Il se tatoue C'est le nom des personnages dans le dos. C'est tout à fait valable pour moi parce que alors je sais pas ce qu'il en est vraiment dans les faits exactement, mais j'ai l'impression que c'est John Wick, c'est ça il s'appelle? Oui, c'est ça. John Wick.
Enfin, c'est bien, j'aime bien son pseudo. Je sais pas si c'est un pseudo ou un Je sais pseudo. pas si c'est un pseudo, c'est pas son vrai. Si c'est son vrai nom, c'est C'était génial. vraiment son nom, Ah, John c'est Wick. peut-être qui fait peur le plus. Non, mais c'est W-I-C-K. Bah oui, comme John Wick, comme le personnage. C'est affiché que c'est un meneur qui est rude avec les personnages de ces joueurs. Oui, Donc dans ce cas-là, les gens qui viennent vont pas savent ils vont en avoir pour leur argent, quoi. Ouais, Et tu c'est- résous le problème. C'est parti du début, quand il commençait à me jeter, je crois que c'était au lycée ou à la fac, quelque chose dans le genre, et où les personnes qui jouaient sur ces parties, en fait, comparaient le nombre d'heures qu'avaient tenu en fait leur personnage, principalement. C'était... Ah ouais, Ah oui, c'est... survécu tant de temps. Voilà. Ah non, mais lui, il est dans l'extrême. Je ne tue T'es les pas joueurs loin pour quand rien. même. Je ne tue pas les joueurs pour rien. Non, c'est C'est quelque chose qui me semble. Ah, mais il dit pas qu'il les tue Il pour tue pas rien. pour rien. C'est Par juste contre, qu'il les met vraiment dans juste, les cas extrêmes. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Aka, Mm. est-ce que sur tes... Enfin, je connais un peu tes tables, mais ça génère quand même un truc de se dire que les personnages qui vont se mettre des difficultés vont avoir plus de, entre guillemets, d'interactions et forcément des routes un peu différentes des autres qui vont pouvoir suivre. Ça va clairement pas être très juste en termes de temps de jeu. Ah, mais ça l'est pas. Mais c'est Tout grave. le monde, c'est la vraie question. Je pense que c'est un débat qu'on pourra avoir la prochaine fois. Est-ce que c'est grave si tous les joueurs n'ont pas le même temps de jeu? Ouais, pour moi, la réponse elle est très simple, même si bon, on en débattra plus longtemps, mais sur mes parties, plus tu t'investis, donc toi, tu donnes de ton temps pour moi, plus je t'en donne. Ça va pas plus loin. C'est-à-dire que si tous les joueurs me donnent de leur temps, vous allez tous être très investis dans le jeu, la partie va être très très longue, mais il va se passer beaucoup de choses, ce sera très dense et ce sera très bien. Si t'as des joueurs qui s'en foutent un peu, bah tu t'en fous, moi je m'en fous de toi, ça va pas plus loin. Point. Tu es là pour vivre l'histoire telle que je l'ai écrite, et ben tu vas vivre l'histoire telle que je l'ai écrite. Si tu veux les histoires secondaires, faut que tu t'investisses. Ah, mais il y a quand même un petit côté. Je paye ma place au théâtre, j'ai pris la place VIP parce que je l'ai payé plus cher. Et du coup, j'ai le gros spectacle en VIP. Mais tu vas Et payer un puis, investissement. moi, je l'ai payé en mode normal. Et du coup, je me mets au fond de la salle. Et voilà. Ouais. Et Tout le monde n'a pas le temps ça, c'est compliqué. de s'investir autant dans une partie de jeu. Oh, mais il y a une question de respect aussi. Une question de temps et de respect. Alors, Après, c'est Il y a un autre débat qu'il faudra avoir. tu peux poser ton minimum là où toi tu penses que devrait être le minimum, et si les joueurs font moins, tu leur expliques ou tu les prends plus à tes tables. C'est pas le cas forcément. parce Je que, parle pas forcément de sa table comme ça. Quand tu demandes un background, ouais, c'est un truc régulier qu'on demande, si le background est de toute façon hyper lisse, où il se passe quasiment rien et ils ont une petite vie peinard, il n'y a pas de souci, tu auras une petite vie peinard ou ton scénar, mais parce que je ne vais pas me coucher sur toi. Si, et je ne demande pas à être un grand malade comme Seb, qui s'amusait à me rendre des backgrounds de 28 pages et t'as envie de te tuer, Jamais de la vie on me fait ça. voilà. Ou là, C'est le très mec, intéressant. le mec est arrivé, il te donne 28 pages de background, tu fais, je vais te tuer au deuxième scénar, c'est logique. C'est marrant. Mais Ouais, simplement, ça va de me faire tuer. Si tu te fous des emmerdes, si tu tolères que le monde est pas lisse et que vraiment tu vas risquer ta vie en tant que joueur et que tu vas te dépasser en tant que joueur, là il y a pas de souci, je te donne du challenge à la hauteur de ce que tu cherches. En fait, pour moi, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que si le joueur vraiment va me donner dans ses histoires, dans sa fiche, qu'il veut des emmerdes, je suis prêt à lui en mettre, c'est pas un problème, moi, ça me coûte pas plus cher. Un effet miroir. Mais quoi. du coup, voilà, c'est ça. Pour moi, et c'est un des échanges avec le joueur, justement, dans le point que tu essayes d'appuyer depuis le début, c'est que vraiment, c'est hyper important qu'il y ait une notion d'égal à égal de ce côté-là, pour le joueur et pour les MJ, mais il n'y aura pas d'égalité entre les joueurs, puisque de toute façon, il n'y a pas d'égalité entre les joueurs vu qu'on n'a pas le même niveau de roleplay. Donc, de toute façon, chercher une égalité, c'est une connerie. Donc, à partir de là, je privilégie ceux qui sont prêts à vraiment se donner. Voilà. Même si je suis d'accord, c'est un peu injuste pour ceux qui ont moins de temps. Désolé. Des os, pas des os. Voilà. Après, encore une fois, ma vision des choses. On s'est bien éloigné du sujet quand même. Hein, Ouais, parce que c'est toujours un c'est jeu. devenu un peu ma sentence. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord. Dès le début, quoi, aussi. Hein. Non, du coup. Est-ce qu'on a répondu à la question de base et est-ce que tu es satisfait de la Je crois que réponse? quelqu'un a répondu. Je sais pas si je crois que tu as répondu en disant que c'est du jeu à la C'est fois. En comme gros, du jeu. il y a les deux. Voilà, C'est un Et spectre que- et que chaque C'est partie une a un balance. spectre.
C'est ça. peut aller plus Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Et moi, ma réponse, c'est que c'est un spectre et il faut du coup le faire avec des gens qui ont le même alignement, à peu près. C'est ça. Ah, je sais pas. Comme ça, tout le monde y a. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je Ça sais pourrait pas. être un autre débat à part entière. Je sais pas, parce que la confrontation, c'est ce qui est intéressant dans la vie. Aussi, oui. Je pense que c'est pas être. Mais tu peux pas avoir une table totalement homogène. Non, mais être d'accord sur le style de jeu, la proposition de jeu, ça paraît, Oui, ça oui. me paraît essentiel. Oui, c'est ça, là-dessus. Oui, là-dessus, c'est sûr. Tu peux pas le faire avec des gens qui sont du spectre trop éloignés, genre de choses. Voilà, je pense qu'il y a un spectre, il y a un cadre à mettre avec des limites, c'est tout. C'est ça. Et Parce que si les gens ils pas sont, une dans les je veux limites. faire du jeu de société, je veux le faire avec les règles, et l'autre il est là, ouais, je Ah fais oui, une narrative, ça va bien se passer. tu vas t'embrouiller. C'est hein. ce que je dis. Ah, Non, c'est ça. les gens qui évitent une table où ils sont pas bien finalement. Oui. On a déjà vu, j'ai un ami par exemple qui aime beaucoup les combats. C'est vrai que quand on fait un jeu de rôle où il n'y a pas beaucoup de combats, ben, il a tendance à s'ennuyer. Et en fait, il a quitté une campagne très vite, justement celle de Shadowrun, parce que effectivement ça ne lui convenait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de recherches et ça c'est pas trop son truc. Je dis du coup, Et je au moins, Je pourrais faire une critique de mon propre point de vue en pensant au fait que ma vision des choses, elle est très pratique. Quand tu habites dans une grande ville et qu'il y a plein de rôlistes partout à ta disposition et que du coup si tu es juste avec des gens qui ont pas la même sont pas très proches de toi sur le spectre des styles de jeu, tu continues à chercher des gens jusqu'à ce que tu tombes sur le groupe avec qui les étoiles s'alignent et vous vous amusez bien. Si tu vis un peu dans un coin paumé où il y a 3-4 rôlistes, c'est que les mêmes et t'as pas vraiment le choix, dans ce cas-là, ma façon de voir les choses résout pas forcément même, ces choses. on a bien un joueur à notre table de Shadowrun qui met 1h15 pour venir, 1h15 pour repartir, en pleine nuit. Voilà. Bah oui, mais il a personne vers chez lui. Et nous, on est disons, le début de civilisation. Donc, Dans ces cas-là, quand t'as pas beaucoup de choix, début de civilisation, je dirais. quand t'as pas beaucoup de choix par rapport aux gens avec qui jouer, et que tu sais que tout le monde n'a pas les mêmes attentes, pas les mêmes styles de jeu, alors il va forcément y avoir des gens qui vont devoir sortir de leur zone de confort et tester d'autres trucs. Et augmenter ça. Et alors, mais là, la solution, ça reste... ouais. Parce qu'il est allé un petit peu moins loin, je crois, au début. La table, ça lui convenait pas. Et du coup, il a changé de table. Si t'as pas les moyens de faire des c'est milliers sûr de que kilomètres c'est- pour aller faire du jeu de Pour rôle, lui, c'est un investissement, on peut dire. T'es au Et Québec, par tu... exemple, ah, mais, Québec, il bien- faut un accent québécois, je le recommande. sans aller si loin, je sais qu'il y a des joueurs de Savoie ou Haute-Savoie, j'en connais deux. C'est bête qu'ils ne se connaissent pas d'ailleurs, parce que tous les deux ne trouvent pas de table. Voilà. Du coup, Mais c'est compliqué. Je me demande si quand tu trouves pas de table, est-ce que tu trouves justement une seule table où jouer ce genre de choses, mais que la table te convient pas, si le meilleur moyen ce serait pas d'essayer de convaincre ta table d'essayer au moins une fois, de faire un JDR qui pourrait convenir plus à ton alignement justement, pour voir si est-ce que vous pourriez pas au moins essayer une seule fois, voir si ça vous plaît, etc. C'est vrai. D'essayer déjà de les convaincre eux d'essayer un autre style de jeu de rôle avant d'essayer de rechercher Oui, une c'est vrai, autre c'est table vrai. qui est à des bornes chez toi, Ça parce peut que être c'est une enfin pour les gens qui sont pas dans les grandes villes, ça doit être la galère. Ça pourrait être Ah un oui, débat à part oui, entière c'est- aussi, tu vois. Et c'est là que les forums ou la distance via webcam se fait aussi. Ouais, C'est Ouais, bon, ouais, tu vois, ouais. ça. Ouais. Après, ça dépend aussi de Ouais, l'expérience ouais, des joueurs. spécial. L'expérience des joueurs, parce que souvent les joueurs qui ont beaucoup d'expérience ont plus d'attente, forcément. Mm, Parce qu'ils ont beaucoup Mais d'expérience. C'est ça. c'est vrai qu'il faut en discuter avec la table quand on n'a pas beaucoup de choix. Il faut Souvent, les trouver joueurs des amateurs, ils sont compromis, assez en bonnes fait. pattes là-dessus. Ils sont plutôt. Si je peux émettre une théorie, histoire de rester plus ou moins, de revenir plus ou moins sur le sujet, qu'est-ce que vous pensez, vous, alors attention, par rapport à ce panel d'écart de spectre entre jeu et rôle, finalement, est-ce que vous pensez pas que le curseur influe vachement en fonction du nombre de joueurs? C'est-à-dire que pour moi, moins il y a de joueurs, plus on est proche de rôle, et plus il y a de joueurs, plus on est proche du jeu. Pas complètement. Non, heureusement. Ouais, ça dépend quand même. Bah, C'est vrai qu'il y a un certain niveau, enfin un nombre de joueurs où ça va être compliqué. Ou alors, on va être rôle, mais avec que 3 joueurs par exemple, et les autres sont un peu délaissés. C'est ce qui est un peu dommage. à la limite,
je dirais que si le joueur augmente, c'est plus difficile de faire une partie centrée sur l'interprétation du personnage que sur l'aspect ludique jeu de société. En fait, les règles, elles permettent de bien organiser, de bien centrer, tout ça. C'est ça, mais c'est pas vraiment... Non, mais c'est pas noir-blanc, c'est-à-dire que plus il y a de joueurs, plus ça devient aussi difficile de faire fonctionner l'aspect ludique. C'est juste que c'est moins compliqué que la courbe de difficulté est plus importante sur l'aspect narratif que sur l'aspect ludique. Bah, je pense, voilà, dans mon idée de la théorie, c'est vraiment quand tu as très peu de joueurs, tu peux essayer d'avoir le niveau d'exigence pour être le plus immersif possible. Là où dès qu'il va y avoir beaucoup de joueurs, ça va commencer à devenir très très compliqué. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur YouTube, SoundCloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre et à la semaine prochaine.